Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet épineux qui est la jalousie, un sujet de discorde très fréquent dans les couples. Pour ce faire, j'ai invité encore une fois sur notre plateau Annabelle Boyer, la synergologue spécialiste du langage non-verbal. Donc, accueillons Annabelle Boyer. Rebonjour Annabelle, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur l'émission. Aujourd'hui, on parle d'un sujet épineux. C'est un sujet de discorde énorme dans les couples aujourd'hui, la jalousie. Oui. Mais toi, tu vas nous parler de ça d'une façon un peu particulière, à ta couleur, donc dans le langage non-verbal. Fait que c'est intéressant d'aborder le sujet de cette façon-là. Comment est-ce que tu abordes, toi, la jalousie? Premièrement, disons-le, Annabelle, pour ceux qui ne la connaissent pas encore ou qui n'ont pas vu l'émission de la première saison, Annabelle, c'est une synergologue, c'est une analyste du langage non-verbal. Donc, c'est dans cet angle-là aujourd'hui qu'on veut développer le sujet de la jalousie. Oui. Fait que je te laisse parler. Qu'est-ce qui t'est demandé le plus concernant la jalousie si on parle des clients ou des gens que tu croises, que tu rencontres? Là? Bien, en fait, c'est souvent, quand je donne des conférences sur le langage corporel en général, c'est là où les gens vont me demander comment je peux savoir si mon conjoint ou ma conjointe m'a trompé, puis est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs que je pourrais voir qui me permettraient d'intervenir, de faire en sorte que finalement l'adultère ne se produise pas. Parce que statistiquement, inévitablement, il y avait eu une statistique, la première que j'avais vue était un peu faramineuse, c'était le rapport Popcorn qui avait été fait dans les années 80, où Fate Popcorn avait déterminé que 75% des Américains avaient trompé leur conjointe et 52% des Américaines avaient trompé leur conjoint. Wow. Et cette statistique-là était faite au début des années 80, puis elle avait dit, c'est sûr que les chiffres vont aller en augmentant parce que les femmes vont de plus en plus sur le marché du travail. Donc, la possibilité, c'est énorme. La possibilité qu'il y ait de l'adultère, évidemment, elle est grande. Maintenant, il faut comprendre que statistiquement, il y a un processus qui se suit. En ce sens qu'un couple qui va bien, qui a des relations sexuelles sur une base fréquente, qui fonctionne bien, qui a une belle complicité, une belle communication, a très peu de chances de se retrouver dans une situation où il y a de l'adultère. Mais un couple qui est dans une phase un peu plus tranquille, où il y a moins de communication, où il y a moins de toucher, où il y a moins de relations, où il y a moins de proximité, et qu'il va arriver une deuxième phase où un des deux conjoints va rencontrer quelqu'un qui va le valoriser, qui va le faire sentir bien. On est en manque, on est en besoin d'attention, d'affection, de toucher, de reconnaissance. Et là, s'il arrive la troisième phase, c'est-à-dire le contexte, le prétexte, la situation, là, il y a une possibilité à ce moment-là que la personne saute la clôture. Et après, bien évidemment, il va y avoir toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui vont réaliser la gaffe qu'ils ont fait, qui vont vouloir se repentir. Il y a des gens qui vont réaliser la gaffe qu'ils ont fait, mais ils vont préférer la camoufler. Puis il y a des gens qui vont se dire que finalement, c'est un mode de vie qui pourrait leur convenir. Donc, il y a des réactions qui sont différentes de l'une à l'autre. Une fois que tu as sauté la clôture. Une fois que tu as sauté la clôture. Mais il faut savoir que statistiquement, des gens qui éprouvent de la jalousie, il y en a énormément. Sauf que la jalousie, c'est un destructeur de couple. Parce que la jalousie va souvent faire fuir l'autre. Fait que quand je dis, quand on est dans la phase où ça va so-so dans le couple, là, la jalousie peut être le déclencheur de cette première phase-là. Et quand on a déjà été trompé ou quand on a déjà été trahi d'une quelconque façon, la jalousie peut à ce moment-là survenir. Mais la jalousie, elle est entre nos deux oreilles. Ce sont des scénarios qu'on se fait dans notre tête. Mais cette jalousie-là, elle est visible, puis l'autre la ressent. Parce qu'inévitablement, quand on a de la jalousie, on ne croit pas l'autre d'office. Pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Fait que quand l'autre nous dit quelque chose, inévitablement, on va se mettre non pas à l'écouter, mais plutôt à l'interroger. Et là, on va se mettre à y poser des questions dans le but de faire sortir le plus d'informations possible, mais l'autre va sentir évidemment qu'il est en train de subir un interrogatoire. On va le cuisiner, là.
on va le cuisiner. Et à ce moment-là, comme je le disais dans la première saison, le langage corporel de la personne jalouse va devenir plus rigide, plus contracté, très focalisé, donc un regard qui a très peu de clignement de paupières parce que le cerveau est en mode vigilance. Au lieu de regarder avec un hémi-visage gauche, on regarde l'autre avec un hémi-visage droit et on lui fait sentir à ce moment-là qu'on est en train d'analyser ce qu'il est en train de nous dire. Puis notre corps, inévitablement, va être davantage fermé. On ne sera pas dans des signes d'ouverture. On n'est pas dans du relâchement, les paumes des mains qui sont visibles. On n'est pas dans le sourire sincère. On n'est pas là-dedans. Au contraire, on est généralement assez crispé, assez rigide sur notre siège. Il y a peu de gestes parce que l'objectif, c'est d'essayer de déceler chez l'autre ce qui est faux, ce qui est erroné, ce qui n'est pas totalement dévoilé. La faille. Mais ça vient d'où, ça, la jalousie? Comment ça se fait qu'on est jaloux? Puis que certains sont jaloux, puis certains ne le sont pas non plus. Parce qu'on remarque qu'il y a quand même beaucoup de nuances, de niveau d'intensité dans la jalousie. Comment ça se fait, ça? Et bizarrement, je me souviens de cours de psychologie où on nous disait qu'avant, on disait que si on aimait, on était jaloux. Et aujourd'hui, on comprend que si on aime, au contraire, la jalousie s'en va. La jalousie, c'est un signe qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la façon de réfléchir. Oh. Et parce que dans la jalousie, il y a non seulement un manque de confiance envers l'autre, mais il y a un manque d'estime de soi et de confiance en moi. J'ai l'impression que je ne suis pas assez aimable pour que l'autre personne m'aime à ma juste valeur. J'ai l'impression que je n'ai pas assez de valeur pour que l'autre me soit fidèle. Donc, ça part de soi. Puis, je me souviens d'une entrevue d'un atelier de Guy Corneau, où il discute justement avec des gens qui éprouvent beaucoup de jalousie. Et en faisant parler une des participantes, à un moment donné, il lui demande « Mais comment tu te sens quand tu pars dans ton scénario, là? Là, ton conjoint, ça fait 5 minutes qu'il est en retard, il n'est pas arrivé, et toi, dans ta tête, tu prends pour acquis qu'il est nécessairement en train de jouer au galipote avec une autre femme dans son véhicule, et c'est pour ça qu'il est en retard. » Et la dame avait eu l'authenticité et l'humilité de dire « Je me sens vivante. » C'est quelque chose. Mais il faut se rappeler que quand on a une sensation de jalousie, on a à ce moment-là une montée d'adrénaline. Et en effet, quand on observe les gens qui sont jaloux, c'est comme s'ils allaient au combat. On a l'impression de voir un boxeur là, qui est sur le bord de rentrer sur le ring. Ça, okay. Tout d'un coup, la posture se redresse. Tout d'un coup, les épaules reviennent en arrière. Tout d'un coup, la tête se relève. On a souvent un axe sagittal supérieur. Tout d'un coup, on va avoir des gestes au niveau des mains qui nous donnent l'impression que la personne pompe ses poings comme le ferait un boxeur. Et on va retrouver ça chez la personne qui est jalouse. Et c'est drôle parce que ça arrive que j'ai des clients qui viennent me voir sous de faux prétextes, mais quand je les vois en rencontre, on me demande, je veux savoir si mon conjoint ou ma conjointe est jalouse, et ce sont toujours ces signes-là que j'observe. Quand on parle de l'autre... Si le conjoint ou la conjointe est jalouse, oui, il me semble que c'est d'une évidence. C'est d'une évidence. Et là, souvent, puis c'est drôle parce que d'une fois à l'autre... Mais la personne ne s'en rend pas compte. Le conjoint ne s'en rend pas compte. Le conjoint qui est jaloux, lui, ne se rend pas compte qu'il est jaloux, puis l'autre conjoint comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Il ne sait pas si c'est de la jalousie, si c'est de la manipulation, s'il a fait en effet quelque chose de mal, parce que la personne jalouse a tendance à transposer la responsabilité sur l'autre. Donc, il se met en doute. Là. Il se met en doute, mais il va dire à l'autre, t'es en retard, tu m'as fait tel commentaire, t'as regardé la serveuse avec un peu trop d'intensité, donc on va transférer la responsabilité de la jalousie. Ce qui fait que le jaloux va avoir beaucoup de gestes où il pointe de dessus, il va diriger sur l'autre et tout le corps est accusateur. Alors que chez la personne qui reçoit cette jalousie-là, bien, généralement, il y a la réaction, la peur de ne pas être cru. Ouais. Et là, généralement, il y a de la surprise, il y a de la peur, et dépendamment du type de personnalité, dépendamment de la stratégie de communication, il y en a qui vont soit geler sur place, il y en a qui vont fuir la conversation, ou il y en a qui, au contraire, vont confronter, vont répondre et peuvent à ce moment-là piquer. La chicane est poignée. Et là, la chicane est poignée. Quand on a plus de maturité, à ce moment-là, il faut être capable de dire à l'autre personne, « J'entends tes propos, j'entends ton inconfort, j'entends tes attaques.
on va prendre le temps d'en discuter calmement. Mais ça demande énormément de maturité. Parce que quand l'autre nous accuse d'avoir trop regardé quelqu'un, d'avoir été en retard... Avoir conscience que ça ne nous habite pas, que ça nous appartient pas. Exactement. Puis là, il faut comprendre une notion qui est bien importante. Il y a une différence entre le désir et l'excitation. Parce que le désir, là, c'est entre nos deux oreilles et on en est conscient. L'excitation, c'est une réaction physique et on n'en est pas conscient pendant plusieurs minutes. Je vous raconte une anecdote. Ben oui. À un moment donné, je suis au restaurant avec mon conjoint. Et il y a une serveuse qui passe et elle a une maille dans son bas. Son bas est noir. Monté, celle-là. Fait que je te l'ai raconté en privé. Et à ce moment-là, inévitablement, la maille, elle est très près de ses fesses. Alors, tous les clients vont voir cette maille-là. Mon conjoint va voir la maille, c'est inévitable. Il est devant moi, on a une lampe au-dessus de la table, et à ce moment-là, je vois son regard qui suit la serveuse. Et à un moment donné, il prend conscience, parce qu'il n'est plus capable de suivre la conversation, évidemment, il prend conscience qu'il est en train de suivre la serveuse, et là, il le dit à voix haute, « Là, je suis en train de suivre la serveuse au lieu de regarder ma blonde dans les yeux, et il revient vers moi. » Et quand son visage se tourne vers moi, les pupilles sont très dilatées, qui est un signe d'excitation sexuelle. Et là, il y a eu l'humilité de dire, là, je dois avoir les pupilles dilatées. OK. C'est pas tout le monde qui dirait ça. C'est pas tout le monde qui dirait ça, mais devant une spécialiste en langage corporel, c'était mieux. Et je lui avais dit, tout à fait, et c'est de l'excitation, ce n'est pas du désir. Parce qu'en effet, son corps réagissait totalement, normalement. À un stimulus extérieur. Exactement. Donc, ça ne donne rien d'éprouver de la jalousie devant un fonctionnement normal du corps humain. Ce qu'il était en train de me dire, c'est que son corps réagit au corps d'une autre personne, il la trouve attirante, c'est normal, c'est un humain, c'est une humaine. Il y a comme un malaise aussi. Hein? On remarque là, que même si, toi, ça a été verbalisé, vous êtes capable de l'entendre, il porte ce malaise-là de dire « Oh mon Dieu, j'ai eu cette réaction-là ». Qu'est-ce qui fait qu'en tant que société, soit on trouve ça correct d'être jaloux, c'est normal, ou si on pose des gestes de séduction anodins ou qu'on a, comme tu dis, une réaction normale d'excitation, on est mal avec ça. Bien, en fait, il y a une partie qui vient de notre éducation, puis il y a une partie qui vient de la religion. Il faut se rappeler qu'on est dans un pays où la religion était extrêmement présente et pendant des années, on se faisait dire que c'était le mal incarné, que d'éprouver du désir pour quelqu'un d'autre que pour son mari ou pour sa femme. Fallait pas éprouver de désir même avant le mariage. Fait qu'on est encore en résidu Fait qu'on est dans des résidus de ça qui sont entretenus. Puis évidemment, bien, la jalousie, l'adultère, on va les retrouver beaucoup dans les films. Donc ça reste dans l'inconscient collectif, ça demeure très, très présent. Et évidemment, l'humain étant ce qu'il est, il ne vient pas au monde avec une maturité émotionnelle. Ça se développe avec le temps. Et ça se développe avec le temps dans la mesure où on le travaille. Qu'on le veut, oui. Qu'on le veut, qu'on va, par exemple, aller être suivi par un psychologue, être suivi par un coach, faire des exercices de développement, lire des livres de développement personnel, aller à des ateliers pour être en mesure, tranquillement, d'apprendre à gérer nos propres émotions. Parce que généralement, la réaction que l'on perçoit chez l'autre, c'est une perception qui est souvent en lien avec nos blessures. Donc, à ce moment-là, quand les gens me disent « Est-ce que mon conjoint ou ma conjointe me trompe? » Bien, souvent, je leur dis « Si vous partez avec l'idée que l'autre vous trompe, vous allez voir seulement les signes de tromperie parce que c'est votre blessure. Votre œil va voir juste ça. Par contre, si vous voulez vérifier si la personne, elle est authentique ou pas, là, vous allez être capable de voir. Mais il faut se partir avec l'idée que je veux savoir si l'autre est authentique. Bien, même si j'y reste avec l'authenticité, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a trompé. Pas pantoute. Parce que l'authenticité, c'est large. Là. Puis, et c'est ça que les gens ont souvent de la difficulté à comprendre, c'est que rarement les gens sont totalement authentiques. Rarement les gens vont
tout dévoiler. Souvent, ils ne s'en souviennent même pas, ils ne sont pas conscients de toute façon de ce qui s'est passé. Moi, la quantité de fois où j'ai vu des clients être tellement débordés qu'ils regardaient plus ou moins leur conjointe alors qu'ils étaient dans une activité de réseautage parce qu'ils ont la tête pleine puis ils ont des soucis financiers. Et la conjointe me disait, « Bien, il ne me regarde même pas alors qu'il a regardé une telle. » Non, 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 non. Time out. Il ne vous a pas regardé parce qu'il avait la tête pleine. Et la personne qui l'a regardé, c'est un client potentiel qui pourrait lui amener de l'argent, qui pourrait faire diminuer son stress financier. Puis ça se voit dans le langage corporel. Ça se voit dans le langage corporel parce qu'à ce moment-là, quand il est avec ce client-là, on est dans un mode où, en effet, le manque financier est évident et il n'y a pas d'excitation à ce moment-là. J'ai pas de dilatation de pupille, j'ai pas la langue qui se promène sur la bouche, j'ai pas beaucoup de gestes au niveau des cheveux, j'ai pas de rotation des chevilles comme j'aurais dans des signes de séduction. J'ai au contraire une poignée de main ferme, une deuxième main qui tient parce que la personne a peur de perdre ce client-là. On est dans le regard qui est très soutenu parce que la personne, encore une fois, veut s'assurer absolument de créer un lien. Donc, on est dans le manque. On est dans le manque continuellement, puis dans le manque et dans le stress. Alors que si j'étais dans de la séduction, je ne serais pas dans le stress. Sauf que madame, elle, à ce moment-là, elle est dans la jalousie. Elle est dans le stress. Fait qu'elle, ce qu'elle voit, c'est qu'il donne de l'attention à une autre et pas à elle. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait plus de femmes jalouses que d'hommes jaloux? En fait, statistiquement, c'est difficile à évaluer parce qu'il y a plus de femmes qui consultent en psychologie que d'hommes qui consultent. Fait qu'inévitablement, chez les psychologues, on a davantage de femmes. Sauf que chez mes clients, moi j'ai moitié-moitié, hein, c'est moitié homme, moitié femme. Je vous dirais que de la jalousie, j'en ai chez les hommes. Ils ont plus de difficulté à la verbaliser. C'est plus difficile à accepter de nommer le sentiment. Alors que la femme, elle le nomme. Elle le dit, mais ce qu'elle veut, c'est trouver des preuves qu'il est infidèle ou qu'il a un comportement qui est inapproprié. OK, elle consulte, mais dans le fond, Elle consulte pour accuser. OK. Alors que lui, il va consulter pour un mal-être sur un autre sujet. Et après quelques séances, habituellement, c'est un sujet d'accompagnement de gestion, donc on est en affaires. Mais après une couple de séances, là, tout d'un coup, la notion de la jalousie va revenir. Il faut savoir que la jalousie peut venir non seulement du conjoint ou de la conjointe, mais la jalousie peut venir des employés aussi. La jalousie est en affaires aussi. Bien, c'est sûr, hein, on est des êtres humains. C'est pas juste une question de couple. Hein. La jalousie, c'est de la jalousie. Donc, c'est quoi? C'est de l'envie? C'est de l'envie, généralement, parce que, par exemple, un nouveau collègue vient d'être embauché. Ouais. Il va avoir toute l'attention pendant 3 à 4 semaines parce qu'il est en intégration. Là, les employés qui avaient l'habitude d'aller prendre un café avec le patron, prendre le temps d'aller dîner avec lui, là, ils viennent de perdre ce privilège-là parce que le supérieur va concentrer son énergie à aider la nouvelle personne à intégrer un nouveau poste. Donc, on reste dans les mêmes affaires. L'attention. Exactement. L'attention, la reconnaissance, la valorisation. J'ai-tu une place? Je me sens vivant. Donc, on est toujours là-dedans. Alors que dans les faits, la personne a toujours sa place. Mais le nouveau a besoin, en effet, d'encadrement et a besoin de soutien. Puis une fois que ça va être passé, tout va rentrer dans l'ordre, dans la mesure où je me fais confiance et je connais ma valeur. Mais généralement, les gens doutent d'eux-mêmes. Et quand ils doutent d'eux-mêmes, bien là, ils ont des réactions plus émotives. Des crises de colère plus nombreuses, plus extravagantes. Ils vont avoir plus de larmes, plus de commentaires. Ils vont piquer davantage. Ils vont faire des erreurs. Et là, le patron, quand il va avoir à intervenir, ça va être pour faire du recadrement, ça va être pour donner un avis disciplinaire. Donc là, il y a de l'attention, mais c'est une attention qui est négative. Ouais. On a là exactement la même chose dans le couple. Dans le couple, quand on en a un des deux qui devient jaloux, qui devient envieux, va faire des commentaires, va devenir plus agressif, va piquer, va faire plus de crises, va être plus impatient. Et à ce moment-là, l'autre va évidemment avoir une réaction négative. Mais la réaction négative est en réaction à la jalousie. La jalousie est beaucoup plus destructive que l'adultère. Il y a beaucoup plus de jalousie que d'adultère statistiquement. Donc, la jalousie a beaucoup plus de chances de tuer le couple que l'adultère. Oui, cause à effet, finalement. Cause à effet. Même si c'est pas le cas ou même si c'est le cas, il peut avoir de l'adultère. Tout à fait.
Mais la jalousie va principalement être plus la cause de séparation, même s'il n'y a pas d'adultère, ça le devient. Maintenant, on a marre de ne pas avoir confiance. Tu n'es pas coupable de quelque chose, puis tu te fais toujours accuser. Exactement. C'est drôle parce que j'avais une cliente qui me disait qu'elle était très surprise parce que son conjoint avait accepté de recevoir quelqu'un à souper à la maison, une femme à souper à la maison, tout seul avec lui, alors qu'elle était à l'extérieur, puis elle était très surprise parce que, évidemment, elle, quand elle se retrouvait avec un client masculin, son conjoint n'aimait pas ça. Fait qu'elle comprenait pas trop la réaction, puis elle savait comme pas trop comment l'aborder, puis je lui avais dit, ben nomme ton malaise. Au lieu de dire, ben pourquoi tu as accepté qu'elle soupe à la maison alors que je n'étais pas là, dis-le, j'aimerais ça comprendre ce qui s'est passé. Parce que, de mon point de vue, quand moi, je suis avec un client, même si je suis dans un bureau, quand je suis avec un client, je sais que tu trouves ça inconfortable, alors je suis surprise que tu aies accepté de recevoir quelqu'un chez nous à mon absence. Donc, j'aimerais ça comprendre ce qui s'est passé. Quelle est la différence entre toi et moi, là? Et à ce moment-là, le conjoint était capable de dire, bien, en fait, je pense que je me suis fait prendre au piège. Parce qu'elle venait me porter tel rapport. Et là, elle s'est mise à dire qu'elle avait faim. Puis là, ben moi, je suis en train de dire que moi, je suis en train de me préparer à souper. Là, j'avais pas vraiment de temps. Bon, ben je vais me joindre à toi. Oh là là, elle s'est imposée. Elle s'est imposée. Et lui, il n'a pas été capable de mettre une limite. Et là, le malaise, il est là. Parce que là, lui, il vient de comprendre que dans une situation comme ça, il est incapable de mettre une limite. Fait que donc, sa jalousie naissait de son incapacité à lui-même de mettre une limite. Exactement. Donc, ça doit être ça pour l'autre. Tu as tout compris. Oh là là. Alors, il a fallu travailler sur sa capacité d'affirmation, parce que plus on travaillait sa capacité d'affirmation à lui, sa capacité à dire non. À la personne jalouse. À la personne jalouse. Plus on était capable à ce moment-là, parce que dans sa tête, comme lui, il a de la difficulté à dire non, ou quand il le dit, c'était d'une façon qui était trop carrée, qui était trop agressive, qui était mal perçue. Donc, il n'était pas capable de le faire de façon sereine et harmonieuse. Quand il a appris à mettre des limites de façon plus sereine, il s'est mis à être moins jaloux parce qu'il avait davantage confiance en lui. Parce que le problème, c'est comme il ne mettait pas de limites, dans sa tête, les autres non plus ne mettaient pas de limites. C'est ça. Et donc, de là venait sa jalousie. Il a donc fallu travailler sa capacité d'affirmation à lui. Puis on l'a travaillé à partir d'elle. Il n'y a pas juste plein d'autres facteurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour une personne qui est jalouse? Okay, premièrement, oui. on sait que, bon, c'est plus destructeur que même l'adultère. Puis s'il y a de l'adultère, c'est parce que c'est un besoin non comblé qu'on va satisfaire quelque part, volontairement ou involontairement. Il arrive peut-être des circonstances des fois, là. Ça fait qu'on le fait quand même. Hein? Oui. Bon. Comment je peux faire, pour être mieux dans cette situation, moins jaloux, et peut-être dépister des sources pour, comme tu dis, des signes avant-coureurs avant que peut-être que ça pourrait contribuer, je ne sais pas. Bien, en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que cette jalousie-là, elle est nocive pour soi. Parce que le temps qu'on éprouve cette jalousie-là, le temps qu'on éprouve cette colère-là, notre système immunitaire arrête de marcher. Oh! Fait que le 5 minutes de jalousie et de colère, c'est 5 heures pendant lesquelles le corps ne produit pas de globules blancs. Puis c'est drôle, on se sent vivant, en même temps, on est après se tuer. Exactement. C'est bon. Donc, oui, il y a une montée d'adrénaline, mais il y a une drop sérieuse du système immunitaire. Wow. Donc, plus on est jaloux, plus on a de chances d'être malade. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose, il faut comprendre que psychologiquement, là, notre cerveau, notre esprit mérite mieux que ces pensées de marde-là. J'aime ça. J'aime ça que tu dis. À un moment donné, là, c'est clair. faut arrêter parce qu'on pollue notre esprit avec ces pensées-là. On n'est pas bien, de toute façon. On n'est pas bien. Même si on dit on se sent vivant parce que, OK, il y a une poussée d'adrénaline, mais quelque part, on n'est pas bien. On n'est pas bien, et comme on n'est pas bien, pour reprendre une expression de François Lemay que tu as rencontré, notre signature énergétique devient négative. Alors, on va s'attirer de la négativité aussi. Fait que la première chose à faire, c'est quand on commence dans un pattern puis dans un scénario de jalousie, c'est d'en prendre conscience. C'est la première étape. C'est de se dire, là, je suis en train de me créer un scénario de jalousie, en se rappelant que 98% des scénarios de jalousie ne se réaliseront pas. Ils ne sont pas vrais. Donc, il faut en prendre conscience. 2, il faut se dire, je l'arrête. Ici, maintenant,
j'arrête ce scénario-là, je le sais que c'est un scénario et je le remplace par un sentiment d'amour envers moi-même. Parce que si vous essayez de le remplacer à ce moment-là par un sentiment d'amour pour le conjoint ou la conjointe, ça va être difficile, surtout au début. Mais d'être capable de dire, je le remplace par un sentiment d'amour envers moi-même. Ouais. L'autre chose, il faut s'occuper. Parce que si on fait juste ça, ça va prendre 10 secondes, puis les pensées vont revenir. Donc, il faut faire quelque chose là. Pour remplacer. Il faut remplacer. Il faut trouver un moyen compensatoire. Il faut faire quelque chose à ce moment-là qui nous fait du bien à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est capable d'identifier comment se faire plaisir à soi. Qu'est-ce qui nous remplit de joie? Tu reçois Eudoxie-Adopo. Qu'est-ce qui nous remplit de joie? Parce qu'il faut remplir notre vie de sentiments de joie sur une base régulière. Quand on va arriver à faire ça, quand on va travailler davantage l'amour de soi, la guérison des blessures, par exemple, à ce moment-là, la jalousie va s'atténuer dans la mesure où on le veut vraiment. Donc, ça prend de la conscience. Il faut prendre conscience et il faut s'en occuper. Exactement. Si on a un message à livrer aujourd'hui, ce serait ça. On respire, ça nous appartient. Oui. Prenons le temps de voir ce qui se passe pour nous. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ça? Et le reste va suivre. Mais il faut accepter que c'est là. Et quand on en prend conscience, ça ne donne rien de se taper sa tête. Au contraire, on s'accueille dans ce sentiment-là. Okay. On prend soin de soi et on avance avec ça. Mais écoute, Annabelle, ça va vite, hein? Ça passe très vite. C'est déjà terminé pour aujourd'hui, pour l'émission. J'espère que ça a répondu à plusieurs de vos interrogations concernant la jalousie. Nous, on se revoit dans une prochaine émission. C'est un rendez-vous. À la prochaine. Que moi, je sois la personne qui va t'accompagner. C'est donc la deuxième étape, l'acceptation. On va commencer par accepter ton ventre tel qu'il est. Parce qu'on va partir de là. Et on va voir où est-ce qu'il va nous amener avec les exercices que je vais proposer. Mais comme dans le quart de la joie, le sentiment est important. Avec quel sentiment agréable on va faire nos exercices? C'est pas l'exercice qui va faire que ça va bouger. Non. C'est l'amour que tu mets à l'intérieur de toi,